Alors pourquoi on s'est intéressé à l'appropriation des séries? C'est parce que les séries figurent parmi les contenus les plus regardés, regardés le plus souvent par les jeunes adultes. Différentes enquêtes l'ont montré. Puis une dernière enquête qu'on a réalisée avec la QPM, l'Association québécoise des producteurs médias, en mars 2023, montrait effectivement que les séries arrivaient parmi les contenus les plus souvent regardés dans les premiers choix. Et par ailleurs, différents travaux ont montré que les séries, finalement, abordent des problématiques en lien avec les questionnements identitaires des jeunes adultes. Je pense notamment aux travaux de Glevarec, déjà en 2012. Et que ce soit le fait que les personnages se multiplient, la complexité narrative, le format sériel, la durée des saisons, tout ça sont autant d'éléments qui favorisent l'attachement des spectateurs et des spectatrices à ces contenus et leur inscription dans le quotidien. Je passe vite parce que ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on va mettre l'accent. Nous, on voulait regarder aussi quel rôle joue en fait le contexte de visionnement connecté, et notamment via les plateformes, sur l'appropriation en tant que telle de ces contenus. Et ça joue déjà parce que de plus en plus de jeunes adultes vont regarder les contenus seuls. Dans l'enquête, c'était 70% qui disaient regarder toujours seuls leur contenu. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir choisir des contenus qui sont au plus près de leurs préoccupations personnelles. Et d'ailleurs, dans les entretiens qu'on a réalisés, dont je vais vous parler dans quelques minutes, ils vont insister sur l'idée qu'il y a vraiment un timing particulier de la rencontre avec une série en tant que telle. La série, elle interpelle parce qu'elle aborde une question qui les préoccupe. Autre chose aussi, c'est que le dispositif de visionnement numérique favorise un mode de visionnement qui est très intime. D'une part, le casque d'écoute, quelquefois, qu'on va utiliser, la proximité de l'écran, si c'est un laptop ou un cellulaire, la mobilité, donc le visionnement qui va suivre, notamment dans la maison, et qui permet, si l'on veut, d'être dans sa bulle. On n'est pas toujours, l'écoute peut être très oblique, mais elle peut être aussi très concentrée. Et autre point qu'offre le visionnement connecté, c'est le fait que les jeunes vont pouvoir revenir vers les contenus. Et dans l'enquête, par exemple, 25% disaient qu'ils revisionnaient toujours ou régulièrement les séries qu'ils regardent. Ça, ce n'est pas seulement pendant la pandémie qui était un haut moment de revisionnement, mais ça s'est poursuivi. Et par ailleurs, bon, ça on en a parlé largement depuis le début du colloque aussi, c'est que ces contenus, même s'ils sont regardés seuls, ils font l'objet d'échanges, de discussions, surtout avec les pairs et les membres de la famille, hors ligne et en ligne bien sûr, et donc des conversations qui sont l'occasion de poursuivre cette interprétation puis cette construction autour du visionnement. Alors les questions de recherche qu'on se posait, c'était d'essayer de voir comment l'expérience de visionnement, bon moi je dis visionnement plus que visionnage, mobilise, mais je sais que le terme consacré est visionnage, mobilise comment est-ce que ça vient soutenir le travail de réflexion identitaire et notamment comment est-ce que les plateformes vont jouer un rôle dans ce travail d'appropriation puis de réflexion identitaire autour des contenus. Et dans ce cadre-là, on voulait aussi regarder comment est-ce que les dimensions sémiotiques aussi des contenus des séries vont jouer dans cette appropriation. Et l'autre partie de la présentation, c'est on s'est interrogé sur la façon dont on pourrait partager finalement par le recours à la recherche-création ces expériences d'appropriation qui sont particulièrement singulières et complexes. Donc c'est ce que présentera Cathy. Pour ce qui est de la méthodologie, donc, on s'appuie sur 20 entretiens semi-directifs réalisés avec des jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans vivant dans le Grand Montréal et qui ont été réalisés de 2021 à 2022, donc pendant la pandémie, donc réalisés par Zoom, mais ce qui en fait s'est avéré très utile. Et puis, on avait en fait 2 entretiens. Dans le premier entretien, on demandait aux participants d'écrire des expériences de séries significatives, donc qui les avaient particulièrement marquées, et puis de nous raconter à quels éléments, comment ils les articulaient avec des moments de leur vie. Et dans le deuxième entretien, on faisait un visionnement commenté de scènes qu'ils avaient sélectionnées parmi ces séries marquantes et qu'ils nous commentaient au fur et à mesure du visionnement. Alors,
clairement, je ne suis pas habituée à ce pas parce qu'on est résultat. Voilà. Donc, notre analyse qualitative de contenu qui est réalisée avec l'aide de NVivo nous a permis d'identifier 4 formes d'appropriation qui soutiennent le travail identitaire et qui sont facilitées ou qui sont renforcées par le fait qu'on regarde en ligne. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres formes d'appropriation, mais ici, dans le cadre de cette communication, je vais seulement discuter celles qui sont vraiment transformées par le fait qu'on travaille avec les plateformes. Alors la première chose, c'est se créer des souvenirs de l'expérience de visionnement. Et donc là, plusieurs participantes et participants nous racontaient qu'ils vont utiliser certains outils pour capturer et archiver des contenus. Alors par exemple, faire des captures d'écran, des photos d'une scène de la série qu'ils sont en train de regarder, filmer un moment de la série avec son téléphone. Et c'est un peu, ils nous racontaient ça un peu comme si c'était des souvenirs de voyage. Je me promène dans la série, puis je prends des photos. Ils peuvent aussi rechercher des extraits vidéo sur YouTube, aller chercher le texte d'un dialogue, le retranscrire, le photographier, l'imprimer. Donc il y a tout un travail de transformation de tous ces fragments qui sont capturés, aller chercher une chanson qui les touche, la mettre dans la playlist, etc. Et la fabrication de ces souvenirs numériques personnels, elle est certes déclenchée par une nostalgie anticipatrice, mais elle remplit 2 fonctions principales. D'une part, de pouvoir rejouer l'émotion et la revivre au besoin, donc cette idée qu'ils sont toujours accessibles et on pourra aller les rechercher, mais aussi pour enraciner l'expérience de visionnement dans le parcours de vie. Et là, c'est vraiment un peu comme la photo de voyage. Donc, et il le disait d'ailleurs, quand je m'approprie ces fragments de la série, le fait de les avoir sur mon téléphone parmi mes photos, ben, c'est un peu comme s'ils m'appartenaient. Donc il y a vraiment cette idée d'appropriation, de faire sien, en fait, qui est propre au concept d'appropriation. Et je ne vous présente pas d'extrait de verbatim parce que dans l'exposition dont on parlera tout à l'heure, on en a présenté plusieurs, donc je vous renvoie à l'exposition. Une fois que ces souvenirs sont, parce qu'ils sont accessibles, donc ça peut être des paratextes, des épisodes de la série, des fragments, etc., qui peuvent être facilement retrouvés et revus via les plateformes, mais via différents espaces numériques. Ils vont aussi être utilisés pour gérer les humeurs et les émotions. Par exemple, écouter une chanson pour se donner de l'énergie ou du courage avant une certaine épreuve, regarder des extraits amusants et revenir vers ces extraits qui ont mis de bonne humeur à la première écoute, ou utiliser telle série parce qu'on sait qu'elle a un effet cathartique, puis ça va libérer un trop-plein d'émotions. Bref, on voit qu'avec ces souvenirs numériques, on est en train de constituer une sorte de boîte de ressources personnelles pour la gestion des émotions. Beaucoup des participants aussi ont souligné que certains épisodes ou paratextes, mais surtout des épisodes, étaient utilisés pour finalement ouvrir ou entrer dans un espace qui leur donnait le sentiment d'être à la maison. Alors ils décrivent certaines séries, notamment des séries qu'ils vont revoir et revoir de nombreuses fois, comme des espaces où ils se sentent en sécurité, hors de portée, où les choses sont plus lentes, ralenties, où l'univers est moins saturé d'informations, où ils ont une pause, où ils se sentent moins seuls aussi du fait des relations parasociales avec certains personnages, où ces relations sont prévisibles et donc rassurantes. Et ça implique souvent des sitcoms, ce type de phénomène que rapportent les jeunes. Et là, on voit que la série, qui est toujours accessible en ligne, elle agit vraiment un peu comme un espace transitionnel, je reprends le terme de Winnicott, comme ça a été discuté déjà pour le conte. D'ailleurs, la plupart des travaux sur l'appropriation à des fins de réflexion identitaire ont été réalisés à partir de la littérature, je pense par exemple aux travaux de Viviane Albinga, mais peu sur les séries. Or, on voit exactement des phénomènes assez similaires. Et là, en fait, on voit que la série, elle permet d'articuler entre des expériences connues de visionnement, une série vers laquelle on revient, et puis une abondance de séries et de contenus vidéo et de toutes sortes que l'on va aller explorer. C'est comme tout d'un coup, on revient, on fait une pause, puis on peut aller explorer. Et enfin, certains participants vont aussi souligner qu'ils se reconnaissent dans un personnage. Alors le personnage peut être très différent d'eux ou d'elle, il suffit qu'il y ait quelques traits ou des situations communes avec lesquelles
lesquels on connecte. Et là, à ce moment-là, on expérimente ce que vit le personnage fictif de l'intérieur et on va utiliser sa propre expérience pour comprendre et ressentir ce que le personnage traverse. Et on crée sa propre histoire imaginaire. Je fais référence aussi à Ricoeur. Et c'est ce que Mathies, qui étudie lui aussi la pratique de la lecture, va appeler le soi dans le récit de l'autre. Donc on va faire l'expérience de soi possible, revivre des situations vécues. Et finalement, ce regard extérieur qu'on peut porter sur le personnage, mais ça permet de se voir un peu soi-même de l'extérieur, de mieux se comprendre, mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a agi de telle façon, ce qui ressemble un peu aux compétences de mentalisation dont on parle en psychologie, notamment Peter Fonagy. Et on voit là que l'aspect en ligne, connecté, est très important parce que plusieurs des participants vont souligner que ce processus finalement de vraiment commencer à tisser une histoire, d'articuler sa propre histoire à l'histoire qu'on est en train de regarder, elle se fait au fur et à mesure des revisionnements. Ce n'est pas toujours à la première écoute, il faut vraiment un certain nombre de fois. Et dans certains cas, on va se rendre compte que finalement, oui, on voit une certaine proximité avec le personnage, mais on voit aussi, on remarque des écarts avec ses valeurs ou ses attentes. Et là, plusieurs des participantes et participants disaient, eh bien, je reconstruis l'histoire, changer les répliques. Donc il y avait vraiment, et même on le voyait dans le revisionnement qu'on faisait avec les participants d'extraits, certains se mettaient à changer les répliques, à s'adresser au personnage, à dire c'est une partie de ma vie, ça s'est passé comme ça, mais tout de suite s'adresser, j'aurais pas agi comme ça, j'aurais fait autrement, etc. Donc on voit vraiment que c'est une façon de réécrire son récit et de s'engager vraiment de manière plus créative pour pouvoir l'articuler à son récit. Donc ça, c'est lié au fait que le visionnement est connecté, qu'on a des fragments, qu'on peut les revisiter, les remanier, pour construire finalement une autre histoire. Et je passe la parole à Katharina qui va vous parler de la diffusion de ces résultats de recherche. Oui. Et Christine, ce qu'elle a aussi évoqué, c'est qu'il y avait une partie sémiotique dans la recherche qui n'est peut-être pas encore très émergée, parce que notre objectif, c'était de nouer un peu, est-ce qu'il peut y avoir des scènes déclics, on peut dire des clics sémiotiques ou des clics sémiotiques. Et c'était surtout la seconde entrevue où on a demandé aux personnes interviewées qu'est-ce qui vous a marqué, sans avoir un a priori sur l'esthétique ou un savoir spécifique par rapport au code qui s'y trouve. Et ça va se retrouver donc aussi dans l'installation. Et puis, je ne sais pas si tu peux aller sur la prochaine slide, s'il te plaît. Il y avait la possibilité donc, de présenter une recherche-création, ce qui nous a amené à faire une proposition pour ce colloque, exposition en lien avec notre recherche. Et je remercie les commissaires et organisatrices pour cela. Et donc, on a pensé toute cette installation par rapport à l'expo, donc elle n'existait pas auparavant. Et les 4 formes d'appropriation, donc pour rappel, la création de souvenirs, la création de ressources pour gérer les émissions, l'ouverture d'un espace où se sentir à la maison, et la construction des récits de soi, nous ont infusé notre envie de parler de la recherche autrement, sous une forme de recherche-création spécifique qui permet de partager autrement des exemples illustrant les résultats de la recherche, tout en tenant compte des enjeux suivants. Ne pas mettre en péril l'anonymat, évidemment, on était dans une entrevue vraiment très intime avec les personnes, durant la pandémie en plus, on sait qu'il y avait beaucoup d'anxiété, etc. Et donc de suivre les considérations éthiques jusqu'à la diffusion des résultats. Et de tenir compte aussi de l'espace physique de l'exposition pour la création d'une installation qui était donc inexistante auparavant. Et la recherche-création qui sera surtout au centre du programme de ce samedi, donc, du colloque, est vaste et large quant à sa définition. Et nous n'allons pas rentrer ici dans les détails des approches et conceptualisations qui s'étendent de la recherche basée sur la pratique, le practice-based research ou la recherche artistique, artistic research, etc. Pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de la contextualisation suivante. Et c'est le prochain slide. Je ne sais pas s'il s'affiche déjà. Ah oui, il est là, c'est bon. Voilà, parce que moi, on a tout ouvert sur plusieurs écrans. Là, c'est parfait. Donc, de Champman et Sachok. Donc, je l'ai mis ici en encadré. On l'a mis en encadré. Et elle écrit bien notre démarche qui fut d'abord donc, une recherche. Donc, ce n'était pas une démarche tout de suite artistique. Suivi d'une présentation donc plutôt créative comme forme alternative de la diffusion de recherche.
Et après avoir visité les lieux d'exposition en juin 2023 en présence des commissaires, nous avons pu imaginer notre installation plus clairement et aussi penser les liens avec les autres œuvres et créations présentes, parce que c'est toujours un travail aussi collectif, puis un peu comme quand on fait un programme de colloque aussi. Et de la penser, donc, notre installation en un lien avec les autres œuvres et créations. Ce qui fut un dessin très approximatif, donc vous voyez à l'écran, c'est mieux que je ne le vois plus. Au début est devenu installation sonore et visuelle statique, donc avec des images fixes, comme vous allez pouvoir découvrir donc tout à l'heure. Et le prochain slide, s'il te plaît. Ouais. Merci Christine. Non, ça ne marche pas. Ça va marcher à un moment donné, je pense que voilà. Ouais. Ah, là, il faut retourner dans l'autre. Ok, parfait, c'est bon. Donc, ce qui fut un dessin très approximatif au début est donc devenu cette installation sonore et visuelle statique, surtout avec des images fixes qu'on a donc imprimées, que vous voyez aussi en tout petit là en haut à gauche, avec une extension web accessible via les iPads sur place ou en code QR. Nous avons sélectionné des extraits des verbatims qui illustrent les 4 cas de figure mentionnés à partir des fameuses scènes déclic. 4 extraits, chaque extrait est lié à son son visuel. Une capture de la scène marquante sous forme de carré, style Instagram, bien sûr qu'on a essayé de jouer avec tous les codes des plateformes existants. Et un montage sonore qui inclut une distorsion des voix des personnes interviewées pour garder l'anonymat, en plus des noms modifiés, bien évidemment. Et l'esthétique de l'installation qui adopte les codes couleurs de l'exposition donc du projet des plateformes. Il y a évidemment une mise en abîme de la situation des situations de visionnement ou visionnage qui joue avec les concepts de plateforme, mais aussi avec l'analogique et le numérique. Les visuels fixes, les captures visuelles de la scène du déclic fonctionnent comme une image souvenir. Je fais référence à Bergson, évidemment. On était dans les lieux de mémoire avant, donc on s'y retrouve. Évoquant sensations, émotions et récits divers. Il s'agit d'images qui deviennent médias entre les personnes interviewées et les personnes qui les écoutent, donc vous tout à l'heure aussi, et qui entrent dans leur univers via cette image. Des univers médiatiques souvent connus, comme Friends par exemple, que vous allez découvrir, puis là ça prend tout un autre contexte aussi, les dernières nouvelles. Mais le sens se transforme avec un récit qui se pose et se construit autrement qu'une conversation, une critique de presse. Et là on arrive aux intimités que, voilà, Laurence aussi en a parlé tout à l'heure, ce sont des intimités pourtant partagées entre personnes anonymes qui permettent de nouer l'univers esthétique des séries à leur réception personnelle et biographique. Ce n'est donc pas dans un état d'esprit d'une analyse sémiotique des scènes apposées par les chercheurs, donc on n'est pas rentré là-dedans, mais peut-être c'est une piste dont on peut discuter, mais dans un état d'esprit de jonction entre les signes en mouvement de la série et leur appropriation personnelle qui nous a intéressés. La référence à la diégèse, à l'ambiance, au décor, la musique, ou encore surtout au personnage, devient déclencheur d'une action ou sensation très concrète. Puis là, on va voir si la magie fonctionne en haut, si on clique dessus, si ça marche ou pas. Sinon, je vais donner d'autres. Il y avait un moment spécifique que je m'en rappellerai toujours. Je l'ai marqué partout où j'avais quelque part de la place où l'écrire. C'était un moment où l'acteur, Robert l'acteur, qui a fait un speech dans le moment, dans la série. Un grand speech, et il était tellement bien dit, tellement fort et puissant, que je l'ai imprimé, je l'ai filmé, je l'ai accroché quelque part partout dans mes carnets, et je l'ai appris par cœur ce speech, et parce que c'était tellement bien dit, et à chaque fois que j'ai le moment tellement avec l'intensité et tout. Ok, parfait. Donc, je ne sais pas si ça fonctionnait sur Zoom, mais vous pouvez aller sur serieucam.ca, rubrique exposition, et puis donc l'extrait que vous venez d'entendre de Misfits, vous pouvez le réécouter ou venir à l'expo. Donc vous avez des images du vernissage par ailleurs, donc vous pouvez aller découvrir ça tout à l'heure. Et puis je pense que ça crée des beaux liens avec les deux autres présentations. Il me semble, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on va d'autres formes d'intimité aussi qu'on a envie de partager autrement. Souvent, les voix que l'on entend quand on fait des entrevues disparaissent, sont sous forme de texte et puis ne reflètent pas du tout ces moments de déclic. Donc, c'était aussi un souhait de redécouvrir cette intimité dans l'installation qu'on vous invite à découvrir tout à l'heure. J'ai fait assez de publicité pour l'expo, je pense, avec Christine. Merci beaucoup.